Bonjour à tous, donc bienvenue pour le début du cours, donc STD 5100 de modèle linéaire appliqué. Je vais juste basculer sur un mets transparent parce que c'est finalement le plus intéressant ici. Ok. Donc on va parler un petit peu de modèle linéaire appliqué. Okay. Donc je vais présenter un petit peu ce cours. Donc cette première capsule vidéo sera sur le plan de cours et le syllabus. Je ferai une deuxième capsule vidéo peut-être un peu plus pour expliquer ce terme de modèle linéaire appliqué. Donc ce qu'on entend par là, essentiellement ce que c'est que cette histoire de modélisation. Et dans le troisième, je reviendrai un peu plus sur les applications et sur le côté R. Donc je vous présenterai le R Markdown, qui sera donc un outil assez pratique, essentiellement pour les devoirs, que je veux que vous maîtrisiez un tout petit peu. Ok, donc l'objet du cours, c'est ce cours donc, qui s'intitule Modèle linéaire appliqué. Donc si vous allez sur le descriptif du cours, petite remarque déjà, vous avez quelques liens qui apparaissent en vert dans les slides. Donc les liens en vert correspondent à des liens hypertextes. Donc si vous cliquez dessus dans les PDF, vous aurez directement accès aux différents documents. Donc je vous parle du descriptif du cours. Je vous mentionne aussi le lien vers le plan de cours, donc je vous encourage à aller voir. Je vais le présenter sommairement dans cette série de slides, dans cette capsule. Mais encore une fois, allez le lire attentivement, histoire qu'on l'approuve au premier cours. Donc le contenu du cours, il est indiqué donc, dans le descriptif qui est sur le site de l'UQAM. On va parler essentiellement de deux choses. Cette histoire de moindre carré, donc on parlera de méthode d'estimation par moindre carré, on fera des modèles linéaires simples et des modèles linéaires multiples. Donc je vais présenter les simples d'abord, au moins pour que vous ayez un peu l'intuition de ce qui se passe. Une fois qu'on aura bien compris, on fera le cas multiple, donc, ce qui techniquement veut dire qu'on passera d'une écriture assez simple avec des sommes à des écritures matricielles. Okay, donc il faudra maîtriser un tout petit peu l'algèbre linéaire pour que les choses se passent bien. On reviendra aussi sur des principes de stats qui sont des histoires d'inférence, de prédiction, de tests. Okay. Donc on parlera un petit peu de ces choses-là dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on fera donc les GLM. Les GLM, c'est les modèles linéaires généralisés. L'idée, c'est de voir la régression logistique, la régression de Poisson. Je parlerai de la régression gamma, mais je la mettrai dans un cas particulier, parce qu'en fait, je vous ferai de la théorie des GLM une fois qu'on aura bien compris la régression logistique, la régression de Poisson. Donc, je vous ferai la théorie des GLM sur les distributions de la famille exponentielle. La régression gamma est un cas particulier. Okay, et tout se fera avec des applications numériques. Donc, on prendra des données réelles, on essaiera de construire nous-mêmes des petits modèles avec nous. Voilà. Donc, voilà un peu l'objet du cours. Donc, pour la description, elle est sur le site de l'UQAM. Quant à moi, donc, je suis Arthur Charpentier. Donc, je suis professeur au département de mathématiques de l'UQAM. Je donne ce cours depuis maintenant pas mal de temps. C'est la première fois que je le fais intégralement en capsule vidéo. Donc, il y avait eu des capsules qui avaient été faites à l'hiver dernier sur la partie sur les GLM. Si j'ai le temps, j'essaierai de les mettre à jour, mais sinon, je pense que l'essentiel de la matière est couverte dans ces capsules vidéo. Donc, voilà, sauf s'il y avait des erreurs qu'il faut que je corrige. A priori, j'utiliserai les mêmes vidéos. Donc, vous pouvez me contacter par courriel. Donc, je vous ai mis mon adresse courriel. Ce n'est pas forcément la meilleure manière de communiquer avec moi. On en reviendra un petit peu là-dessus tantôt. Je vous encourage plutôt à passer par le forum que j'ai ouvert sous Teams, qui permettra d'avoir un peu plus d'échanges. Voilà. Donc, l'objet du cours, c'est quoi? C'est ces histoires de modèles linéaires appliqués. Donc, la deuxième série de capsules reviendra sur les concepts un petit peu philosophiques et épistémologiques de ce que c'est qu'un modèle. Okay. Mais juste pour faire une petite introduction aujourd'hui, donc ce qu'on fera dans un premier temps, les modèles, c'est ce qu'on a sur ce graphique que j'ai volé à XKCD. On va avoir des points, donc des données, et on va essayer de faire des prévisions, de construire un modèle. Donc le modèle, le modèle linéaire, c'est cette courbe en haut à gauche. Okay. Donc j'ai une série de points, et je peux passer une droite, ce qu'on va appeler une droite de régression, par ce nuage de points. Hey, I did the regression. Right? Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Ce qu'on verra, c'est que c'est bien, mais c'est peut-être pas ce qui colle le mieux aux données. Donc, dans un deuxième temps, on va se poser la question de est-ce que c'est le modèle le plus approprié. Donc, on parlera de modèles non linéaires. Donc, on introduira peut-être des croissances exponentielles. Okay, donc, si on pense que la fonction est croissante, mais est convexe, peut-être qu'il faudrait soit une exponentielle, soit cette fonction quadratique. Donc, peut-être que c'est une parabole, en fait. On parlera aussi de modèles non paramétriques. Okay, donc je reviendrai sur cette histoire de paramétrique, non paramétrique, mais éventuellement, on va se dire qu'il y a une fonction qui passe et on va essayer de l'estimer au mieux possible. D'accord.
Donc, cette courbe rouge, ça va être notre modèle, ça va aussi notre prévision. C'est-à-dire que si jamais vous avez une observation qui arrive avec un certain X, le point rouge, c'est ce que vous pensez pouvoir prédire. Donc ça, c'est la version un peu simpliste d'une prévision, qui est une prévision ponctuelle. Okay. Ce qui pourrait être plus intéressant, c'est d'avoir un intervalle de confiance. Donc, dire, je pense que ma prévision est là, mais j'ai un intervalle de confiance autour. Donc de quantifier cette incertitude. Okay. Je parlerai aussi un petit peu des points qui sont évoqués en bas du graphe, qui sont des notions de surapprentissage, de modèles trop complexes. Okay. Donc l'idée d'un modèle, c'est quand même d'avoir quelque chose de simple, de généralisable, et qui, si possible, colle bien avec les données. D'accord. Donc je reviendrai sur cette philosophie de la modélisation par la suite. Donc comment est-ce que ce cours s'intègre dans le programme? Donc il est lié au cours du laboratoire et des méthodes numériques et d'informatique. Et en particulier, donc j'attends de tout le monde de maîtriser un tout petit peu au moins le langage R pour pouvoir mettre en pratique. Okay. Dans le titre du cours, il y a explicitement indiqué qu'on est sur des modèles appliqués. Donc, on a besoin d'appliquer sur des vraies données. Appliquer sur des vraies données, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller chercher des données et qu'on va construire un modèle. Et ça, on ne le fait pas à la main. On le fait sur ordinateur. On a besoin d'un langage pour faire ça. Le langage que je retiens, c'est le langage R, parce que c'est, je pense, le plus simple et le plus facile à apprendre. Et en plus, vous l'avez déjà vu dans d'autres cours. Voilà. Donc, il y aura ce volet-là. Et après, il y a des aspects qui sont les aspects peut-être un peu théoriques. Encore une fois, dans appliquer, il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois le fait qu'on veuille mettre en pratique, mais il y a aussi le fait qu'on applique une théorie. D'accord. Donc, il faut que je vous présente la théorie. La théorie des modèles linéaires, elle existe. Okay. On a beaucoup de résultats théoriques qui peuvent s'appliquer, ce qui repose sur essentiellement 3 cours que vous avez suivis. Le premier, c'est les cours de proba. D'accord. Donc, les cours de proba, à quoi ça sert? C'est que ce qu'on va construire, c'est des modèles probabilistes, dans le sens où les données, je suppose qu'elles viennent de réalisation de variables aléatoires. Voilà. Donc, j'ai besoin d'avoir des notions de distribution et ce genre de choses. On parlera aussi d'espérance, parce que le but, c'est de faire une prévision. Une espérance, c'est une valeur espérée. Okay. Donc, l'espérance, elle est fondamentalement liée à une notion de prévision. L'autre aspect, c'est l'aspect stat. Donc, l'aspect stat, c'est quoi? C'est ce qui suit après les probas. Donc, les probas restent un cadre un peu formel. Les stats, c'est de dire, j'ai des données, est-ce que je peux utiliser les outils de stat pour dire des choses? Donc, classiquement, on va supposer que les données sont ID suivant une distribution. Donc, comme dans le cours de stat 1, je resterai sur les modèles de stat paramétriques. Stat paramétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suppose effectivement que les données sont suivant une distribution, mais je ne vais pas chercher la distribution. Je vais supposer que la distribution est dans une famille. Okay. Donc, je vous renvoie par exemple au cours de loss distribution, de distribution de sinistres, où vous supposez que les durées entre sinistres suivent une loi je sais pas, exponentielle, Weibull, ce que vous voulez. Une fois que vous avez choisi votre famille, il y a des paramètres. Les paramètres ne sont pas connus. C'est eux qu'on va estimer. D'accord. Donc, au lieu d'estimer une fonction, ce qui est un problème un peu plus compliqué, on essaie juste d'estimer des paramètres. Donc, on a des paramètres θ qu'il va falloir estimer. Et là, on a toute la théorie des estimateurs, donc en particulier le maximum de vraisemblance, dont on parlera longuement, des notions d'espérance d'estimateur, ce qui me permettra d'introduire une notion de biais. Est-ce que mon estimateur est biaisé? Quelle est sa variance? Et ce genre de choses. Okay. L'autre point important, c'est l'algèbre linéaire. Pourquoi algèbre linéaire? Essentiellement parce que contrairement à la stat où on a des observations qui sont univariées, okay, j'ai la taille de tous les élèves et je veux savoir quelle est la distribution de la taille de mes élèves. Okay. Ici, on est sur des distributions multivariées. D'accord. On le voit ici sur mon graphique, j'ai un axe X et j'ai un axe Y. Okay. Donc, on a ici 2 dimensions. Okay. La dimension en X, la dimension en Y. Donc, à partir du moment où je suis en dimension 2, l'outil classique, c'est l'algèbre linéaire. Donc, les données seront des matrices. Donc, j'ai besoin d'avoir cet outil de matrice pour mes données, mais aussi parce que, et c'est inclus dans le titre, on va faire des modèles linéaires. Les applications linéaires, elles ont une écriture en algèbre linéaire via des matrices. Okay. Donc, techniquement, construire une fonction linéaire, c'est jamais que construire une matrice. Okay. Et en particulier, on verra que comme ce qu'on veut, c'est faire une prévision, là aussi, je renvoie au cours de proba, mais l'espérance est une projection. Okay. L'espérance conditionnelle, vous avez dû voir que c'est la projection sur la sigma algèbre engendrée par la variable de conditionnement. Donc nous, on va faire des modèles linéaires, donc on va juste projeter sur des combinaisons linéaires de mes variables explicatives. Okay. Et on a cette notion importante de projection orthogonale qui va apparaître. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est essentiellement jouer avec de l'algèbre linéaire. Qui dit orthogonale dit construire un produit scalaire. Donc je parlerai beaucoup de variables orthogonales, de résidus qui sont orthogonaux aux variables explicatives et ce genre de choses. Okay. Donc voilà un peu l'articulation par rapport à ce que vous avez déjà appris. Okay. On arrive après tout ça et on va construire ces modèles linéaires. Sur la philosophie du cours, j'insiste lourdement, mais ce que je fais, c'est un cours boîte à outils. Okay. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter dans ce cours les outils qui traînent dans cette boîte à outils.
La boîte à outils, c'est la boîte des modèles. Okay, comment construire des modèles. Moi, je vous présenterai quelques petits modèles. Donc, on parlera des clous, on parlera des vis, je vous présenterai le marteau, je vous présenterai deux, trois petites affaires. Je vais vous expliquer qu'on n'utilise pas un marteau quand on veut enfoncer une vis. Okay, donc, je vais vous présenter les limites de tout ce qu'on a. J'essaierai de vous expliquer un petit peu quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre. D'accord. Mais encore une fois, la modélisation n'est pas une simple recette de cuisine qui vous dit si jamais vous avez ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça en différentes étapes. Il y a un cadre général, certes, mais c'est essentiellement à vous d'aller choisir dans la boîte à outils les outils qui sont importants. Okay, il y a des choses que je vais présenter dans le cours qui, ça se trouve, ne vous serviront pas du tout parce qu'en fait, vous ne serez jamais dans ce cadre-là. Voilà. Donc, si jamais votre modèle linéaire, il est parfait du premier coup, les modèles non linéaires, ça vous intéressera moins. D'accord. Mais je suis là pour vous présenter un petit peu toutes les facettes de ce qui peut exister dans le cadre de ces modèles, de cette modélisation dans le cadre des modèles de régression. Okay. Et donc, je vous en présenterai plusieurs, mais encore une fois, c'est vraiment un cours de type boîte à outils. Sur le plan de cours, donc je reviens un tout petit peu là sur le plan de cours. Je vais juste revenir un tout petit peu. J'ai l'impression que j'ai un petit problème de connexion. Ok, pardon. Ouais, donc je présente un tout petit peu le plan du cours donc, qui va se présenter autour de ces trois parties. Donc le premier, ça va être une partie que j'appelle rappel. Donc essentiellement parce que, c'est ce que j'expliquais dans le slide précédent, tout ce qu'on va construire se base quand même sur l'essentiel de ce que vous avez vu auparavant. Donc il y a vraiment une logique dans la construction du programme. Okay, vous voyez les probas, ensuite vous voyez les stats. Ce cours arrive juste après. Okay, donc l'idée, c'est d'aller plus loin que les modèles de stats, mais donc j'ai quand même besoin de faire quelques rappels de stats. Okay. Je parlerai aussi un tout petit peu d'optimisation parce que c'est souvent mis de côté dans la plupart des cours. En tout cas, c'est une petite partie un peu connexe. Nous, ça ne le sera plus tout le temps. En gros, l'essentiel de ce qu'on verra dans les modèles GLM est basé sur le fait qu'on a des méthodes d'optimisation qui fonctionnent bien. D'accord. Il y a un cours qui suit celui-là, qui est le cours ACT 6100 d'analyse des données, dans lesquels on voit des modèles plus compliqués. Quand on quitte les modèles simples qu'on verra dans le cadre de ce cours, on est vraiment dans des problèmes d'optimisation. Donc là, je ferai beaucoup plus d'optimisation pour le cours ACT 6100, mais pour ce cours-là, je fais juste une petite introduction de ce que c'est que l'optimisation. Essentiellement, je parlerai de descente de gradient, je parlerai de la méthode de Newton, okay, parce que c'est ce qu'on mettra en œuvre. Parce que l'idée simple, c'est que maximiser une vraisemblance, c'est facile. Je peux le faire sur le papier dans certains cas, mais dans la plupart des cas, je ne peux pas le faire. Et je suis obligé de le faire numériquement. Okay. Donc soit vous supposez que vous avez des outils qui le font, qui sont des boîtes noires, et vous n'essayez pas de les comprendre. Parce que je pars du fait que c'est quand même mieux de comprendre ce qui tourne quand on lance un code. De façon particulière, si vous avez une erreur, au moins vous avez la possibilité de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Donc je vous présente très sommairement, en tout cas, les grands principes de l'optimisation. Donc on a cette première partie autour des rappels et des concepts un peu généraux. Je reviendrai aussi un petit peu sur le vecteur gaussien. De mémoire, c'est juste abordé de manière un petit peu épisodique dans la plupart des cours précédents. Là, moi, j'en ai beaucoup plus besoin, donc je reviendrai davantage sur ces vecteurs gaussiens. Donc l'idée de ces rappels, c'est juste, la plupart des choses ne seront pas complètement nouvelles, mais je veux juste que ce soit posé de manière claire et que vous ayez un petit peu de temps d'y réfléchir. Ensuite, on aura deux parties. Donc ça, je l'ai déjà dit dans le tout premier slide. On a deux parties essentielles dans ce cours. La partie sur les modèles linéaires simples, moindre carré OLS, Ordinary Least Square, et les modèles linéaires généralisés. D'accord. Donc la seconde partie, donc les 2 et 3, seront à peu près équivalentes en termes de nombre d'heures et de temps passé. Okay. Il y aura un devoir sur les moindres carrés, un devoir sur les GLM, un examen sur les moindres carrés, un examen sur les GLM. Okay. Donc on peut les voir comme étant clairement séparés. En tout cas, c'est comme ça que je vous les présenter. Il faut juste comprendre qu'il y a une logique. Okay. Les GLM, le généralisé veut bien dire que si vous voulez le comprendre, c'est peut-être mieux d'avoir compris un cas particulier. Okay. Donc si jamais vous maîtrisez bien les moindres carrés, les GLM, ça ne sera jamais qu'une extension assez naturelle. Le seul petit point technique, c'est lié à ces histoires de méthodes numériques, c'est le fait qu'on n'aura pas de solution analytique à nos estimateurs, contrairement au modèle des moindres carrés. Okay, on aura juste des méthodes numériques pour le faire, mais l'essentiel, les sorties seront les mêmes. Et on est vraiment dans une philosophie qui est quand même très proche. Donc il y a juste cette petite subtilité numérique entre les deux, mais sinon on reste dans ce cadre-là. Donc il faut quand même maîtriser l'un pour pouvoir
bien profiter de l'autre. Je vous ai mis quelques références biblio pour ceux qui voudraient en particulier creuser certains points ou qui se retrouveraient un petit peu démunis en regardant des capsules vidéo en disant « j'ai pas la moindre idée de ce dont ils parlent ». Je vous ai mis des rappels, des livres de rappel sur cette slide. Donc essentiellement des livres de statistiques mathématiques. Donc pour ceux pour qui l'information de Fisher est un sujet complètement oublié, je vous encourage à le revoir parce que ça va être important dans ce que l'on fera. Les propriétés du maximum de vraisemblance. Donc encore une fois, j'ai des slides prévus pour ça. D'accord, mais les slides, ils seront très rapides. Okay, donc si jamais vous avez envie de creuser et de faire des exercices, je vous encourage à aller voir des ouvrages classiques de statistiques inférentielles. Voilà. Donc vous choisissez le livre qui vous plaît le plus parce qu'il y a des exercices, parce qu'il y a toutes sortes d'affaires. Donc allez aussi sur Google, vous allez trouver des cours qui sont très bien faits sur le sujet. Je pars du fait que la statistique inférentielle, qui est essentiellement ce qui est fait dans Stat 1, est maîtrisée. D'accord. Si jamais vous avez besoin de vous remettre à niveau, n'hésitez pas. J'ai mis quelques références aussi en R. D'accord. Donc, encore une fois, ce n'est pas un cours de R, c'est un cours de modèle linéaire, mais comme j'ai besoin d'appliquer, il me faut un langage. D'accord. Donc, je vous ai mis quelques petites références de livres de R. Donc, en particulier, vous avez le cours de Christian Kleiber et d'Hachem Zelis, de Applied Econometrics. Donc, Econometrics, c'est modèle linéaire. Donc, c'est des modèles linéaires appliqués avec R. Donc, on est exactement dans ce qu'on fera dans ce cours. Vous avez un livre plus spécifique autour des modèles GLM. Okay. Il y a quelques années, moi, j'avais écrit un livre, édité un livre sur les actuariat avec R, dans lesquels vous avez à la fois un premier chapitre qui présente le langage R, donc si vous avez besoin de vous y remettre, mais aussi des applications avec différents types de modélisation. Donc, il y a une partie, en particulier des parties sur les GLM. D'accord. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont envie de se remettre dans la programmation en R de manière peut-être un peu plus intensive, je vous encourage à lire la Bible en français, en tout cas sur le logiciel R. Donc voilà un petit peu quelques livres introductifs, en tout cas pour le cours, même si ceux sur les applications en R, encore une fois, couvriront un petit peu tout ce que nous on fera. Mais voilà, je vous encourage à les feuilleter si vous avez besoin. Sur les moindres carrés et les GLM, il existe aussi un certain nombre de références. Donc vous avez par exemple la Bible de William Green, Econometric Analysis, qui contient tout ce que vous pouvez imaginer sur les modèles par moindre carré, les modèles GLM, avec des exercices, des preuves et des démonstrations. Vous avez aussi les deux livres à la fois de régression et de régression avec R, donc de Pierre-André Gagnon et de Eric Massner. Donc, comme le dit le titre, il y en a un qui est plus orienté sur la théorie et l'autre qui est plus orienté sur la mise en pratique avec R. Donc, ça correspondra essentiellement à ce que je vous ferai dans ce cours. Mais voilà, si vous voulez plus de choses, en particulier des démonstrations, encore une fois, comme le cours se fait en visio, je n'ai pas forcément le temps de faire toutes les preuves. Si vous les voulez, je vous encourage très fortement à aller lire le livre de Pierre-André et d'Éric, qui est dédié à ces aspects de théorie de la régression. Okay. Aussi, peut-être un tout petit point anecdotique. Habituellement, quand je faisais le cours au tableau avec la craie. Là, je suis passé à des formats de transparent, de support numérique. Donc, il manque peut-être des choses, mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui corresponde à peu près à ce que je faisais au tableau habituellement. Habituellement, je suivais un petit peu le rythme de la classe, je prenais le temps de faire des démonstrations. Là, je suis vraiment dans une optique beaucoup plus de vous faire passer des idées et je vous encourage à aller voir, je vous encourage à aller voir les preuves, en tout cas dans les différents livres. Donc, je ferme la parenthèse ici. Sur les GLM, vous avez différents livres d'introduction au GLM. Donc, vous avez en particulier ces deux ouvrages d'introduction un peu générale. Vous avez ensuite les deux livres de Pete DeYoung et Heller, et aussi le livre de Jeffries, qui sont plus orientés en actuariat. Voilà. Donc, pour ceux qui se disent ce cours, je ne vois pas à quoi il va me servir dans la vraie vie, je vous encourage à aller voir ces deux livres qui sont des applications. Okay. Dans la partie GLM, si vous reprenez les slides de la session d'hiver, je présente la tarification, par exemple, en assurance auto. Je sais que j'ai aussi une application sur les modèles démographiques. Donc, on essaie de travailler sur la probate d'essai, ce genre de choses. Voilà. Donc, si vous avez besoin de vous accrocher à des choses plus concrètes, allez voir un petit peu ces capsules. Mais encore une fois, avant de faire des choses qui soient appliquées, j'ai besoin quand même de faire la théorie. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, donc les modalités de contrôle. Donc, je commence par une petite parenthèse, mais importante. Il y a quelques temps, donc, il
Charles Goodhart, qui était à l'époque membre du comité de la politique monétaire à la Banque d'Angleterre, qui avait dit cette phrase assez fondamentale qui est when a measure becomes a target, it ceases to be a measure. Quand une mesure devient une cible, un objectif, c'est plus une mesure. D'accord? Donc, je pense que vous avez déjà vu cette phrase, en tout cas dans le contexte de risk management. Okay. Donc, si jamais vous essayez d'optimiser quelque chose qui est supposé être une mesure de risque, c'est plus une mesure de risque. Moi, je veux la même chose pour les examens. C'est-à-dire que l'examen, c'est une mesure de votre compréhension du cours. Okay. L'objectif du cours n'est pas que vous réussissiez l'examen. L'objectif du cours, pour moi, c'est de vous transmettre un certain nombre de concepts, okay, que vous appreniez à les mettre en œuvre. La mesure, c'est l'examen. C'est les notes que je vais mettre. Okay. Je ne suis pas là pour vous préparer un examen, je suis là pour vous faire le cours. L'examen est là pour moi, pour voir si jamais vous avez compris le cours ou pas. D'accord? Et d'un point de vue statutaire, je suis tenu de vous donner une note à la fin du cours. D'accord? Mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous préparer à l'examen. D'accord? Donc l'examen, si jamais vous stressez sur l'examen, allez voir les examens des années passées. Il y a des choix multiples. Vous avez presque 200 questions qui traînent sur mon repo GitHub. Allez voir, mais encore une fois, ce que je vous demande, c'est de travailler le cours et pas de travailler les examens. Voilà. C'était ma première parenthèse. Sur les méthodes d'évaluation, donc par rapport aux années passées, j'ai deux petites choses qui vont changer. La première chose, c'est que je vais m'appuyer sur des quiz. Donc, je vais vous faire toutes les semaines des quiz. Je pense que c'est ce qui est le plus simple. Donc, les quiz, j'en parlerai tantôt, mais ils seront sur Moodle. Donc, toutes les semaines, je vous enverrai, vous verrez sur Moodle qu'il y a un quiz à faire. Donc, le quiz, ça va être un truc tout simple. Avec une question, vous avez une réponse à me donner. Soit vous avez bon, soit vous avez faux. Je mettrai 2 points à chaque fois si vous avez bon et 0 si vous avez faux. Il y aura 10 quiz, donc ça comptera pour 20% de votre note. Okay. Petite information, tous les quiz sont différents. D'accord. Donc les quiz sont générés de manière aléatoire. Vous avez tous des questions différentes. Donc le but n'est pas que vous demandez à votre voisin la réponse. Si jamais vous tapez la réponse de votre voisin, il y a à peu près 99 chances sur 100 pour que la réponse soit fausse, puisque je génère à peu près une centaine de sujets d'examen. Okay. Donc à vous de voir si 1% de chance c'est élevé ou pas. Moi je pense que c'est mieux que vous travaillez. Okay. Donc je vous expliquerai un peu la philosophie des quiz, mais voilà, il y aura ces quiz hebdomadaires. Je propose ensuite 2 examens. D'accord. Donc assez classique. La seule chose c'est que je baisse un peu les pondérations, essentiellement parce que les examens ne se font pas sur table, puisqu'on n'a pas le droit d'organiser les examens en classe. Voilà. Donc, je les ferai en ligne. Compte tenu des situations de stress que vous pouvez avoir, je préfère éviter de mettre trop de points sur ces choix multiples. Donc, a priori, les examens se feront sur Moodle. Pour ceux qui vraiment ont des vrais soucis de connexion, dites-le moi et je vous enverrai un fichier PDF, okay, que je vous demanderai de me remplir et de me redéposer à la fin de l'examen sur Moodle. Okay. Donc, il y aura 2 examens, chacun pour 20%, qui seront les mêmes que ceux des années passées, c'est-à-dire des choix multiples, 30 questions. Soit vous avez bon à la réponse, soit vous avez faux. Vous avez bon, vous avez 1 point, vous avez faux, vous avez 0. Okay. Autre chose, je mets des projets. Donc les projets sont individuels, c'est-à-dire que chacun doit me rendre un devoir. Okay. Le devoir, c'est quoi? C'est que je vous donne des bases de données. Donc tout le monde aura des bases de données différentes. Okay. Et chacun doit construire un modèle sur sa base de données. Voilà, donc j'en parlerai un petit peu plus, je pense, quand on se rencontrera cette fois-ci non plus de manière asynchrone, mais en synchrone les vendredis matins. Donc je vous expliquerai un petit peu plus ce que j'attends, mais en gros, c'est de partir de cette base de données, de construire un modèle, de m'expliquer comment vous avez construit votre modèle. Okay. Chacun comptera à peu près pour 20%. J'ai mis un peu moins de 20%, j'ai mis 18%, essentiellement pour pouvoir mettre une petite note de participation. Donc, ce que je veux aussi, c'est que vous soyez un peu actifs dans ce cours. Ce qu'on s'est rendu compte à la session d'hiver, c'est que c'est très facile de décrocher. Donc, c'est pour ça que je mets ces quiz hebdomadaires, mais c'est aussi pour ça que je vous demande de participer. Donc, la participation, ça va être essentiellement sur le forum. Okay. Donc, ça veut dire poser des questions, ça veut dire venir les vendredis quand on fait des séances synchrones, ce genre de choses. Okay. Donc, les capsules vidéo, elles seront mises sur YouTube, ça j'en reparlerai dans 2 minutes. Les séances du vendredi, a priori, je vais les enregistrer. Je les mettrai uniquement sur Moodle. Elles ne seront pas diffusées sur YouTube, essentiellement parce que j'attends de vous que vous preniez la parole. D'accord. Donc, certains n'ont peut-être pas envie de se retrouver sur YouTube. Donc, je pars du fait que les séances qu'on fera entre nous seront filmées. Okay.
à partir du moment où je n'oublie pas de mettre en marche la caméra, mais ne seront pas disponibles au public. Okay, donc, il y aura un petit nombre de points qui seront donnés à la participation. Je parle du fait que par défaut, tout le monde a 4%. C'est juste que si je mets des élèves que je ne vois jamais, dans ces cas-là, ils auront 0. 0, ils perdent 4 points. Ok, un petit peu de discussion pratique sur le fonctionnement. Donc, il y aura, je suis désolé pour la profusion des outils. J'ai quand même essayé de limiter le nombre d'outils qu'on va utiliser. Donc, le premier, je vais continuer à utiliser GitHub. Donc, GitHub, c'est ce que j'utilise depuis le début pour mettre pour partager mes documents. Okay. Donc, l'avantage, c'est que vous avez accès aux archives des années passées, des sessions passées. Okay. Donc, vous pouvez retrouver tous les examens possibles du cours. Okay. Donc, celui qui est disponible sur le lien quand vous cliquez sur GitHub, c'est celui du cours de cette session, okay, sur lequel vous retrouvez le plan de cours. Vous allez retrouver à la fois les liens vers les vidéos, mais aussi les liens vers les fichiers PDF. Je vous mettrai les liens vers les devoirs. Toutes les informations, tous les documents que je vais vous partager seront fondamentalement sur le repo GitHub. Okay. J'utiliserai aussi Moodle essentiellement parce que ça me permet de faire de récupérer les devoirs. Okay. Donc, toutes les informations que je mettrai sur GitHub, j'essaierai de les mettre autant que possible sur Moodle. Donc, en particulier sur Moodle, je vous présenterai un petit peu plus l'agenda. Donc, toutes les semaines, je vous expliquerai de regarder les capsules 2, 3, 4. Et je vous dirai que le vendredi, on discutera de ce que vous avez appris pendant la semaine. Okay. On utilisera aussi Moodle donc, pour les quiz et pour le rendu de devoirs. Donc, pour les devoirs, vous verrez que vous avez ce petit icône qui apparaît, donc qui sera devoir 1. Vous cliquez dessus. Donc, les instructions pour le devoir seront sur GitHub. Je donnerai le lien dans Moodle. Essentiellement parce que ça va être des fichiers Markdown et que sur Moodle, ils s'affichent très mal. Donc, je les mets sur GitHub. Donc, quand vous avez fini votre devoir, vous cliquez sur devoir, vous ajoutez votre devoir et ensuite, vous avez juste à télécharger. Donc, je vous expliquerai un peu le principe, mais de télécharger 2 fichiers, un fichier R et un fichier HTML. Donc, les rapports que je vous demande sont des fichiers HTML. Okay. Et le rendu se fera sur Moodle essentiellement parce que certaines années, je demandais par courriel, mais que ça saturait assez vite mes boîtes de courriel. Donc, on passe par Moodle, puis comme ça, en plus, on a des traces, on a des backups de tout. Les capsules, donc, le cours est essentiellement asynchrone. Okay, donc, ce que je vous explique, je vous le mets sur des capsules vidéo. Je les mets en ligne sur GitHub, sur YouTube, pardon. Pourquoi YouTube? Parce que l'an passé, j'avais commencé à le faire sur Vimeo. Vimeo, c'était très bien, sauf qu'on est limité en termes de capacité. Et il s'avère que dans des capsules vidéo, à un moment, j'avais dû mettre des images des Simpsons et je me suis fait bloquer mon compte pour des histoires de copyright. Donc, j'évite de mettre des images des Simpsons, mais aussi en contrepartie, je n'utilise plus Vimeo. Donc, je suis passé sur YouTube parce que j'ai plus de contraintes de taille. Voilà. Donc, vous avez accès à toutes les capsules vidéo. Donc, je les mets sous la forme d'une chaîne. D'accord. Donc, vous avez j'ai créé des chaînes pour chacun des cours. Donc, vous avez les cours de STT 5100 pour lesquels vous avez accès aux vidéos. Et donc, les vidéos sont comme celles que vous regardez. C'est-à-dire qu'essentiellement, vous avez les slides. Vous aurez toujours ma face en haut à droite, essentiellement, parce que il semblerait que ce soit toujours plus vivant d'avoir quelqu'un qui vous parle. J'essaye de mettre autant que possible dans le descriptif le lien vers le fichier PDF des slides que je présente. Okay. Puis je vous encourage à aller les voir. Voilà. Donc encore une fois, les liens sont donnés sur GitHub et sur Moodle, mais fondamentalement, je les mets sur YouTube. Les quiz. Donc les quiz, mais aussi l'examen se présenteront de la manière suivante. Donc ce sera sur Moodle. Donc sur Moodle, vous aurez un quiz. Donc un quiz, ça va se présenter sous la forme suivante, c'est-à-dire vous avez des instructions, okay, et on vous demande de taper une réponse. Donc je vous en ai mis un ici, mais je pense que le premier quiz que je vous donnerai sera du même genre, c'est-à-dire que je vous donne un jeu de données. Donc, je vous donne par exemple un fichier CSV dans lequel vous avez des observations. Okay. Ici, on suppose qu'on a une loi normale. Les 2 paramètres sont inconnus. Donc là, je fais vraiment un problème classique de type stat 1. Okay. Je suppose que j'ai une loi normale. J'ai un paramètre mu et un paramètre sigma. Je ne connais pas les deux. Je vous demande d'estimer le paramètre mu et d'avoir un intervalle de confiance. Okay. Dans les quiz que je vous fais, histoire que l'analyse se fasse rapidement, je vous demande juste un nombre chiffré. Donc, je ne peux pas vous demander de me mettre un intervalle. Donc, je vous demande juste un chiffre. Ici, en l'occurrence, je vous demande la borne inférieure de l'intervalle à 95%. Okay. Donc, il faut taper la borne inf. Okay. Donc, comment est-ce que vous faites ça? C'est facile. Je vous donne accès au fichier CSV. Donc, l'idée, c'est d'aller le télécharger. Vous le mettez sur votre ordinateur et vous ouvrez R. Okay.
vous allez sous R, vous tapez le code qui vous permet de construire votre intervalle de confiance. Donc essentiellement, on sait qu'on a cette formule magique dans le cours qui nous dit que l'intervalle de confiance d'un paramètre mu, avec un intervalle de confiance de niveau 1 moins alpha, donc vous prenez par exemple alpha égale 5%, okay, bah, c'est basé sur la construction suivante qui est de dire bah, c'est la moyenne plus ou moins quelque chose. Donc le quelque chose est lié à un quantile de loi normale. Okay, donc le quantile en l'occurrence de niveau 2,5% et 97,5%. Okay, le 2,5% à gauche, 97,5% à droite. J'ai mon écart type divisé par la racine carrée de n, n étant la taille de mon échantillon. Donc c'est exactement ce que je fais ici. Je calcule la moyenne, je calcule l'écart type, j'ai mon nombre d'observations ici, je fais la moyenne, plus ou moins 1,96 sigma sur la racine carrée de n. Et pourquoi sur 1,96 ben, c'est essentiellement parce que c'est exactement les valeurs des quantiles de ma loi normale à 2,5% et 97,5%. Donc ici, on voit que la valeur, c'est 370,0794. Je prends la valeur que j'ai obtenue sous R, je reviens sur Moodle, je la colle, et là, il me dit bah, envoyez votre réponse. Donc j'envoie. Okay. À partir du moment où vous avez envoyé, vous avez participé. D'accord. Donc ce ne sera pas possible de soumettre plusieurs fois. D'accord. Donc vous faites l'exercice, vous le faites sérieusement, vous envoyez et c'est fini. Donc une fois que vous l'avez fait, vous aurez des indications. Donc par exemple, ici on me dit que j'ai bien, j'ai trouvé la bonne réponse. Okay. Donc ce sera rouge si jamais vous vous trompez. J'essaie autant que possible de vous donner une explication. Alors en l'occurrence, ici j'ai juste mis des graphes. Donc je vous montre qu'effectivement une loi normale marche bien. Okay. Mais je ne suis pas allé beaucoup plus loin dans la réponse. D'accord. Donc je vous donne des éléments très succincts de réponse pour que vous puissiez au moins comprendre pourquoi vous avez faux, pourquoi vous avez, pas, vous avez bon. Okay. Les séances du vendredi matin seront là pour justement, si jamais il y a des questions sur ces quiz, pour que je vous donne plus d'éléments de réponse. Okay. Mais je donnerai les éléments de réponse une fois que tout le monde aura participé. J'ai ouvert un forum sur Teams. Je passe un petit peu rapidement, mais pour ceux qui veulent discuter, pour ceux qui ont des questions, encore une fois, allez sur Teams. Je vous encourage à la fois à poser des questions, et pour ceux qui trouvent des réponses aux questions que posent les autres, encore une fois, répondez. D'accord. Je préfère être là en tant que modérateur. Okay. Donc, si jamais il y a des questions techniques auxquelles personne ne trouve la réponse, je participerai. Okay. J'ai ouvert 2 canaux. Le premier est sur les questions un peu générales du cours. Il y en aura un qui sera beaucoup plus autour de R. Donc, par exemple, si vous avez un code qui vous renvoie une erreur que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours poser la question sur le forum. Je reviendrai sur le traitement des erreurs dans une capsule vidéo un peu spécifique. Et voilà, ça peut être l'occasion de le faire. Okay. Donc voilà un peu pour la philosophie du cours. Je conclue ma série de transparence sur le plan de cours avec des petites informations pratiques. Les premiers sont des informations un peu récurrentes que vous avez dans tous les cours. Vous avez des informations sur la politique 16, donc en particulier donc sur le problème de harcèlement. D'accord. Donc je vous conseille d'aller la voir. Je vous encourage fortement à aller lire tout ce qui s'y rattache. Je passerai peut-être un petit peu plus de temps sur la notion d'intégrité académique. D'accord. Donc il existe un règlement, le règlement dit 18, sur lesquels vous avez des informations sur comment travailler de manière intègre. Okay, et éviter la triche. Donc j'insiste là-dessus parce que classiquement, quand on parle de cet aspect-là dans les cours, c'est surtout au niveau des examens, ne trichez pas. Là, les examens se feront en ligne. Okay, ce sera beaucoup plus dur de vérifier que vous ne trichez pas. Donc comme je l'ai déjà dit, j'ai un moyen déjà très simple pour m'assurer que vous n'avez pas recopié ce que fait votre voisin. J'entends par voisin un ami avec lequel vous pouvez être connecté. C'est que vous avez tous des sujets différents. D'accord. Donc, ce ne sera pas possible, en tout cas, de recopier explicitement ce que fait l'autre. Okay. Il y a aussi un souci d'intégrité. Voilà, c'est que le but est que vous appreniez des choses. À partir du moment où vous êtes engagé à suivre ce cours, moi, je pars du fait que vous le faites de manière intègre et honnête. Okay. Vous êtes là pour apprendre. Moi, je suis là pour vous transmettre du savoir et de vous guider. Mais voilà, je vous demande d'être sérieux et de faire vos devoirs de manière individuelle. Donc, les devoirs sont individuels. Je n'interdis absolument pas de travailler ensemble. Okay. Encore une fois, je vous encourage même à travailler ensemble. D'accord. Avec les contraintes qui sont celles qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que les rencontres physiques peuvent être un peu plus compliquées. Mais voilà, vous pouvez travailler ensemble, mais chacun doit me rendre quelque chose de différent. Okay. L'idée n'est pas qu'une personne travaille et tout le monde recopie ce qu'il a fait. De toute façon, si vous faites cette stratégie, ça ne marchera pas, puisque vous n'avez pas tous les mêmes données et donc pas tous les mêmes modèles. Okay. Autre point, il y a des discussions sur comment citer ses sources. Si jamais vous utilisez des choses que je ne présente pas dans le cours, je ne vous encourage pas à le faire.
Mais si jamais vous voulez le faire, dans ces cas-là, expliquez d'où vous avez appris ce test, d'où ça sort. Okay. Les gens qui me présentent des tests qui ne sont pas dans le cours, je veux que vous m'expliquiez d'où ils viennent, ce que ça veut dire, comment ça marche, et que vous le fassiez proprement. Okay. Et ce petit encart, donc, il est dans le plan de cours, je vous encourage à le lire, mais c'est lié en particulier à la situation un peu actuelle du Covid. C'est pour vous expliquer qu'il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent, en particulier tout ce que je vous produis ici est soumis à du copyright. Okay. Donc c'est marqué sur mon GitHub où je mets les vidéos, donc vous avez le droit de partager le document, vous avez le droit de faire toutes sortes de choses. Mais voilà, il y a des règles qui s'appliquent. Okay. L'autre point, c'est que je m'engage à enregistrer les séances du vendredi matin, sauf, bien sûr, si jamais vous n'êtes pas d'accord pour que je le fasse. Je vous encourage quand même à accepter. Pour ceux que ça dérange, vous avez le droit de tourner, enfin de ne pas utiliser votre micro, de ne pas utiliser votre caméra. Vous avez parfaitement le droit de m'envoyer des questions via le forum et j'y répondrai. Voilà. Donc, si jamais vous êtes mal à l'aise sur le fait qu'on vous voit participer au sein d'un cours, j'ai aucun souci avec ça. Vous avez le droit de vous opposer, mais s'il vous plaît, laissez la possibilité qu'on enregistre, essentiellement parce que peut-être que les étudiants ont des difficultés à se connecter, ce que je comprends parfaitement. Okay. Donc, je préfère mettre les vidéos à disposition pour ceux qui veulent en profiter. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première petite série de slides pour présenter le cours. Encore une fois, on aura l'occasion de rediscuter de tout ça le premier vendredi, okay, et d'approuver l'entente. À très bientôt.